Comparé à autrefois, le parcours à travers l'école aujourd'hui a de nombreuses ramifications. Beaucoup de possibilités sont ouvertes et offrent une chance à tous. Il est cependant nécessaire d'avoir une vue d'ensemble afin de saisir les chances. Faisons tout d'abord un tour d'horizon afin de savoir où votre enfant se situe actuellement et ce qui va se passer au cours des prochaines années. À l'âge de 4 ou 5 ans, les petits fréquentaient le jardin d'enfants pour la première fois. Durant 2 ans, ils ont appris de manière ludique. Ils commencèrent à se sentir à l'aise au sein de l'établissement scolaire. Comme ils se sont réjouis d'appartenir finalement eux aussi aux écoliers et écolières, l'entrée à l'école représente en même temps l'entrée dans le cycle primaire. Toutes les classes de la première à la 6e font partie du cycle primaire. Outre les classes normales, les classes dites ordinaires, pour la plupart des enfants, il existe encore quelques rares classes spéciales pour des enfants qui sont ainsi particulièrement soutenus. Presque tous les enfants fréquentent les classes ordinaires, même si peut-être ils ne peuvent pas bien marcher ou pas bien calculer. C'est pourquoi quelqu'un est présent pour les aider à se débrouiller aussi dans ces situations. Les 3 premières années passent vite. En 3e année, certaines choses changent. L'évaluation par des notes et la première langue étrangère viennent s'ajouter. La 4e année arrive. 1 an plus tard, en 5e année, commence la phase d'observation pour le passage au degré secondaire 1. Durant toute la 5e année et la première moitié de la 6e année, les enfants sont particulièrement observés afin de pouvoir les assigner ensuite au niveau école générale et école secondaire. La décision de qui fréquente quel niveau dans quelle discipline intervient après la première moitié de la 6e année. Pour les 3 disciplines principales, allemand, français et mathématiques, il est déterminé séparément quel niveau d'enseignement correspond le mieux à l'enfant. Au niveau école générale, cela avance un peu plus lentement qu'au niveau secondaire. Les enfants sont répartis en 2 groupes selon le niveau dans la discipline. Celui qui fréquente au moins 2 des 3 disciplines au niveau secondaire est désigné élève d'école secondaire. Celui qui fréquente 2 ou 3 disciplines au niveau école générale est désigné élève d'école générale. Avec le passage en 7e année, les enfants arrivent au cycle secondaire 1. Cela n'a rien à voir avec l'école secondaire d'autrefois. On entend simplement par cycle secondaire 1 la 2e moitié de l'école obligatoire de la 7e à la 9e année. Il existe à Berne différents modèles selon lesquels les différents niveaux sont enseignés au cycle secondaire 1. Dans la plupart des écoles, les classes sont séparées. Cela signifie que dans une classe se trouvent tous les élèves d'école secondaire et dans l'autre classe tous les élèves d'école générale. Toutefois, dans les 2 classes, il y a des enfants qui fréquentent une seule discipline de l'autre niveau. Ainsi, par exemple, certains qui se trouvent dans la classe générale, mais suivent les mathématiques au niveau secondaire. Ou des élèves d'école secondaire qui, en français, fréquentent le niveau de la classe générale. Afin que cela fonctionne, les 2 classes ont toujours en même temps l'allemand et le français et les mathématiques. Et celui pour qui la discipline respective se trouve dans la fausse salle traverse simplement le couloir dans l'autre classe et là-bas suit la leçon du niveau correspondant. L'assignation dans les niveaux n'est pas définitive, ni pour l'une, ni pour l'autre classe.
Dès la 7e année, il y a chaque demi-année un rapport d'évaluation avec des notes. Si à ce moment-là, il apparaît que l'enfant n'est pas à la hauteur des exigences, il doit passer dans l'autre classe. Mais l'inverse est aussi possible. Celui qui se trouve dans la classe d'école générale et qui fournit des prestations particulièrement bonnes peut aussi, à la fin de la 7e année, encore passer dans la classe d'école secondaire. En 8e année, commence le choix d'un métier. Les enfants sachant déjà qu'ils souhaitent fréquenter le gymnase peuvent essayer de faire déjà la 9e année scolaire au gymnase. Les membres du corps enseignant décident si le passage au gymnase est à leur avis judicieux. Si c'est le cas, ils recommandent l'élève pour un passage sans examen. Tous les autres peuvent se présenter à l'examen d'admission. Au cours de la dernière année scolaire, il s'agit aussi de choisir le métier approprié et la formation professionnelle appropriée. Aujourd'hui, chaque enfant peut faire une formation professionnelle initiale. Si les prestations scolaires pour une formation déterminée ne suffisent pas encore après la 9e année, il est possible de réussir un raccordement avec une formation dite transitoire. Après la formation professionnelle initiale, il existe aujourd'hui dans tous les métiers des possibilités de formation continue. Avec cette perméabilité et le changement tardif de niveau, on a pris en compte au cours des 20 dernières années tous ceux qui n'avaient pas de succès particulier à l'école obligatoire et qui en réalité auraient eu beaucoup plus de potentiel. Ainsi aujourd'hui, l'avenir professionnel ne se décide certainement plus lors du passage au cycle secondaire 1 et par la répartition entre élèves d'école générale et élèves d'école secondaire. En ville de Berne, les élèves sont intégrés autant que possible. Cela signifie qu'il n'y a que peu de classes spéciales, aussi bien concernant la catégorie de qualification que pour les élèves de langue étrangère. Les élèves sont préparés à l'aide de différentes mesures afin qu'ils puissent le plus vite possible aller à l'école dans une classe ordinaire. Les élèves arrivant à Berne et ne parlant pas l'allemand fréquentent en premier un cours intensif. L'objectif est qu'ils puissent être vite et bien intégrés. Les enfants suivent le cours intensif d'allemand durant 10 semaines jusqu'à ce qu'ils aient une bonne chance de suivre l'enseignement normal. Ils continuent à suivre l'enseignement de la langue pendant encore une demi-année en marge de l'école afin qu'ils ne soient pas tout de suite distancés ou que les autres enfants doivent les attendre. Enfin, les vacances d'été. À la fin de l'année scolaire, les enfants reçoivent des notes dans le rapport d'évaluation. Les notes servent à évaluer la compétence dans la matière. Il y a une note pour chaque discipline. Cette note récapitule toutes les évaluations de la discipline, non seulement les contrôles de connaissances. La note du rapport d'évaluation ne correspond pas à la moyenne de toutes les notes obtenues lors des contrôles de connaissances. La note se compose de différentes observations. On nomme aussi cela la mosaïque d'évaluation. Dans chaque discipline, il y a d'autres parties auxquelles on prête attention et qu'on intègre dans l'évaluation. Ainsi, par exemple dans la discipline connaissance de l'environnement, on évalue également comment l'élève se comporte lors du travail indépendant. Dans les sciences naturelles, c'est en effet aussi important que par exemple d'apprendre par cœur toutes les parties du corps de l'abeille. À
À côté de ces critères qui peuvent être différents selon chaque discipline, il en existe aussi d'autres qui doivent toujours être pris en compte par-delà toutes les disciplines. Le progrès individuel de l'enfant en fait partie, mais également quelle est la quantité et la qualité de son travail. Aujourd'hui, afin d'avoir une bonne note, il ne suffit plus simplement de bien apprendre seulement pour les contrôles de connaissances. Les enseignants doivent inclure dans l'évaluation la prestation d'ensemble de l'enfant, pendant tout le temps passé à l'école. À la deuxième page du rapport d'évaluation, l'enseignante ou l'enseignant évalue l'attitude de l'enfant face au travail et à l'apprentissage. Cette évaluation est aujourd'hui plus importante qu'autrefois. L'évaluation ne doit pas seulement indiquer si un enfant peut bien calculer, lire et écrire, mais aussi comment il s'implique, jusqu'à quel point il peut travailler de façon concentrée et indépendante. Ces évaluations sont également importantes pour le passage du cycle primaire au cycle secondaire 1. Il y a 2 évaluations par année. L'entretien avec les parents à la fin de la première demi-année et le rapport d'évaluation avec des notes à la fin de l'année scolaire. L'orientation, y compris le rapport de passage, la fiche de passage et l'entretien de passage, intervient en 6e année, après la première moitié d'année. Ensuite, à la fin de l'année scolaire, il y a de nouveau le rapport d'évaluation avec des notes. Dès la 7e année, il y a chaque demi-année un rapport d'évaluation avec des notes. L'entretien avec les parents n'a alors plus lieu à une date fixe. Mais pourquoi a-t-on besoin d'évaluation ? Apporte-t-elle vraiment quelque chose ? Est-ce que c'est simplement un supplice pour les enfants imaginé par l'enseignant ou l'enseignante ? Comparons une fois l'évaluation avec l'école, avec les niveaux et épreuves dans un jeu d'ordinateur. L'objectif lorsqu'on joue à un jeu d'ordinateur est exactement le même qu'à l'école. Les joueurs, ou justement les élèves, doivent devenir toujours meilleurs et pouvoir venir à bout de niveaux toujours plus difficiles. À cet effet, les nouvelles épreuves sont toujours un peu plus difficiles que celles du dernier niveau. Ainsi, on avance toujours plus dans le jeu et à la fin, on est bien meilleur qu'au début et on n'a pas vraiment remarqué comment cela a progressé pas à pas. Les évaluations doivent ainsi nous rendre toujours meilleurs. Pour cela, elles doivent être aussi difficiles que nous puissions encore juste les réussir si nous faisons un effort. Les buts qu'il s'agit d'atteindre sont ici clairement définis dans le jeu. Cela signifie que l'on s'exerce et n'apprend pas n'importe quoi, mais qu'on sait déjà avant l'apprentissage quel en est le but. À l'école, on appelle cela un objectif d'apprentissage. Et aux 2 endroits, on peut aussi atteindre des bonus. À l'école, cela s'appelle alors des objectifs d'apprentissage élevés. Celui qui les atteint reçoit plus qu'un 5. Les évaluations doivent ainsi être orientées à l'aide d'objectifs d'apprentissage pour constater au final si nous avons appris ce que nous voulions apprendre. L'évaluation doit permettre aux joueurs de s'évaluer eux-mêmes. Est-on parmi les meilleurs ou seulement pas le dernier ? Ainsi, on remarque soi-même combien on doit encore s'entraîner. On s'entraîne aussi à l'école, et là, on a même un entraîneur personnel. Afin que cet entraîneur, nommé également enseignant, puisse planifier les entraînements appropriés, il doit naturellement savoir jusqu'à quel point on connaît déjà bien la matière précédemment enseignée et où il doit continuer à travailler avec quelqu'un. Pour cette raison, les évaluations à l'école sont aussi un contrôle pour la personne enseignante. A-t-il, en tant qu'entraîneur, amené ses joueurs où ils devraient être ? Les contrôles de connaissances lui fournissent des indications sur qui doit prochainement entraîner quoi. Les appréciations et les évaluations doivent être également vérifiables.
Par la répétition ou par la récapitulation, on doit comprendre les erreurs. Cela n'est pas valable seulement pour les joueurs. Il est clair que vous, en tant que parents, devriez connaître et comprendre toutes les évaluations de vos enfants. Voilà pourquoi les évaluations doivent être effectuées de telle sorte que vous puissiez les vérifier. S'il n'en est pas ainsi, insistez dans tous les cas jusqu'à ce que vous compreniez l'évaluation. La personne enseignante est tenue de faire l'évaluation de telle manière que vous puissiez vérifier sur cette base les progrès et le développement de votre enfant. Et cela non seulement par le bulletin scolaire, mais aussi après chaque niveau ou précisément chaque contrôle de connaissances. Retournons à notre question de départ. Pourquoi, au fond, a-t-on besoin d'évaluation ? Après ce que nous avons vu, on peut dire que les évaluations sont un élément important de l'apprentissage. Afin que les évaluations à l'école fonctionnent, 5 conditions doivent être satisfaites. Elles doivent être stimulantes, de sorte que l'on progresse. Orientées aux objectifs d'apprentissage, de sorte que l'on sache ce qui va être évalué. Autocritique, de sorte qu'il soit possible de s'évaluer soi-même. Orientées vers le futur, de sorte que les tests servent de base pour améliorer le programme d'apprentissage. Et finalement, transparente, de sorte que les parents puissent vérifier exactement quels sont les progrès dans l'apprentissage. Ainsi, les contrôles de connaissances ne peuvent pas concerner n'importe quel sujet. Les contrôles de connaissances doivent vérifier si les objectifs d'apprentissage ont été atteints. Mais au fait, d'où viennent ces objectifs d'apprentissage ? Un objectif d'apprentissage décrit ce qui doit être atteint par l'apprentissage. Cela peut être quelque chose de tout simple, comme par exemple nouer seul ses chaussures. Ou cela peut être quelque chose de très difficile, comme par exemple connaître toutes les capitales de tous les pays du monde. Les objectifs d'apprentissage sont établis par l'enseignante ou l'enseignant. Mais l'enseignante ne peut pas non plus inventer n'importe quel objectif d'apprentissage. Elle doit elle aussi se tenir à des règles. Il existe un plan d'études afin que tous les enfants de toutes les écoles apprennent la même chose. Le plan d'études indique pour chaque discipline ce que doivent apprendre les enfants. Ainsi, en 5e et 6e classe, on doit pouvoir, par exemple en allemand, recueillir et exploiter les idées et pensées. Bien sûr, c'est un objectif très général qui peut signifier beaucoup de choses. L'enseignante définit comment elle veut atteindre les objectifs du plan d'études. Selon les cas, elle définit alors un objectif d'apprentissage approprié devant être atteint par les enfants. Votre enfant rentre à la maison avec ses objectifs d'apprentissage. Lisez-les, ainsi vous saurez ce que votre enfant étudie actuellement à l'école. Si vous ne comprenez pas les objectifs d'apprentissage, ou si votre enfant prétend qu'il ne les connaît pas, alors vous devriez absolument en parler avec l'enseignante ou l'enseignant. On peut dire que l'école actuelle est bien meilleure dans la compréhension de ce qu'un enfant peut ou non. Autrefois, les enfants passaient simplement entre les mailles du filet, car on remarquait bien trop tard qu'ils n'avaient pas compris quelque chose de fondamental. Ils avaient simplement eu de la chance lors des quelques tests, ou bien appris par cœur ou copié. Plusieurs formes d'évaluation préviennent cela aujourd'hui. Et justement, l'auto-évaluation est un élément important. Les enfants s'évaluent eux-mêmes au moins une fois par année. Ils s'exercent à s'estimer sur la base d'objectifs d'apprentissage définis. Cela peut être un entretien unique ou avoir lieu chaque semaine. Parfois, un questionnaire peut aussi aider à ne rien oublier. L'enseignante ou l'enseignant décide quand l'auto-évaluation a lieu.
Une activité physique régulière est une condition impérative pour la santé et les performances de votre enfant. L'activité physique ne doit en aucun cas être négligée, justement lorsque l'école devient plus exigeante et que les enfants doivent intellectuellement accomplir davantage. 1 heure chaque jour. Votre enfant a besoin d'autant d'activité physique pour rester performant à l'école. Participer au sport scolaire et se défouler avec ses camarades est exactement approprié. Il existe aussi à Berne de nombreuses associations sportives proposant des cours pour les enfants de toutes sortes de sports. C'est encore mieux lorsque l'école intègre l'activité physique dans l'enseignement. Une courte pause pour jongler prépare la tête pour le calcul et l'écriture. De même que chaque enfant est en mesure de faire un sport, chaque enfant peut aussi jouer d'un instrument. La ville de Berne soutient tous ceux qui veulent faire de la musique. Le Conservatoire de musique de Berne est ouvert à tous, et pas seulement aux futurs pianistes de concert. Le conservatoire est une école de musique avec une longue tradition. Pendant un certain temps, c'était un centre de formation pour élèves particulièrement doués. Aujourd'hui, c'est une école de musique pour tous. Wir widmen uns auch Begabungen, aber es ist offen für alle und es kommen auch Gott sei Dank Kinder aus allen Schichten. Nous nous réjouissons d'être une maison ouverte. Beaucoup de styles trouvent leur place chez nous. Le jazz, la pop et le rock en font aujourd'hui partie tout autant que la musique classique. Le conservatoire s'est transformé au cours des 150 dernières années. Nous enseignons plus de 50 différents instruments à des niveaux complètement différents. Wir haben zweimal jährlich den Tag der offenen Tür. Im November. La journée porte ouverte a lieu 2 fois par an. Tous les instruments y sont présentés. Les enfants peuvent en jouer et voir par eux-mêmes si cela leur ferait plaisir. Il existe ensuite un service de conseil afin que chaque enfant puisse apprendre l'instrument qu'il souhaite. Nous y attachons une grande importance. Und anschließend gibt es dann Beratungsgespräche, sodass jedes Kind das lernen kann, was es lernen möchte. Wir sind da sehr bemüht, die Kinder in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Das Schönste ist, wenn Eltern mit ihren Kindern singen. Le mieux, c'est lorsque les parents chantent avec leurs enfants. C'est la base et une excellente préparation pour faire de la musique. Das Singen ist auch eine wunderbare Vorbereitung für jeden Instrumentalunterricht. Später ist die Begleitung sehr einfach. Es genügt wirklich, sich auf das Sofa zu setzen. Plus tard, lorsque l'enfant fait ses exercices, il suffit de s'asseoir simplement près de lui pendant 20 minutes et de l'écouter. Cela motive. Und schon fühlt sich das Kind beachtet und ist entsprechend mit Liebe dabei.
Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist sehr gut. Wir haben die Zusammenarbeit intensiviert auch in den letzten La collaboration avec les écoles est très bonne. La fondation GEKI, dont le but est que chaque enfant puisse apprendre un instrument, existe depuis quelque temps. Il y a beaucoup de classes de chant dans les écoles et il est possible de fréquenter des cours de musique en petits groupes. Ces offres vont encore s'accroître au cours des prochaines années. In den Primarschulen betreiben und es gibt auch an ausgewählten Schulen, vor allem auch im Berner Westen, das Angebot mit instrumentalem Kleingruppenunterricht in den Schulen zu starten. Und das wird in den nächsten Jahren zunehmen, dieses Angebot. Wir wollen damit gerade auch Kinder erreichen aus Familien, die bisher das Konservatorium nicht besucht haben. Ferieninsel. C'est ainsi que s'appelle l'offre de la ville de Berne pour la prise en charge des enfants en âge de scolarité pendant les vacances. Les enfants peuvent y passer une semaine entière ou des journées individuelles. Il y a des accueils de jour pendant les vacances de printemps, d'été et d'automne. Il existe également une offre pendant la semaine sportive. Des choses très différentes sont organisées selon le temps et la saison. Bricoler, jouer, manger ou simplement ne rien faire. Les accueils de jour pendant les vacances sont destinés aux enfants jusqu'à 12 ans, tous les jours de 8h à 17h30. Plus l'enfant grandit, plus les devoirs deviennent importants pour le succès scolaire. Celui qui ne fait pas ou mal ses devoirs n'aura pas de succès à l'école. Celui qui est bien organisé et qui les fait régulièrement et soigneusement n'y voit pas de problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les enfants. C'est pourquoi les devoirs font partie des choses qui entraînent encore et toujours des disputes entre parents et enfants. La situation n'est pas facile. Il est de votre devoir de parent de veiller à ce que les devoirs soient faits. En même temps, vous devriez vous immiscer le moins possible. C'est une tâche difficile qu'il convient de surmonter. Veillez à ce que votre enfant fasse ses devoirs régulièrement et de manière concentrée. Il est nécessaire à cet effet de disposer d'une pièce calme, sans bruit de fond. Le mieux est de fixer avec l'enfant quand les devoirs doivent être faits. Ne discutez pas de cela à nouveau chaque jour, mais établissez un horaire. Dans ce dernier figurent non seulement les heures d'école, mais aussi les heures de devoirs. Dans le deuxième cycle primaire, il n'y a plus seulement des devoirs qui doivent être terminés pour le lendemain. Parfois, on a une semaine entière pour terminer quelque chose. En tant que parent, vous pouvez encore aider au début à planifier les devoirs afin que tout ne doive pas être fait le jour avant la date de remise. Les membres du corps enseignant veillent à donner des devoirs intéressants qui représentent un défi pour votre enfant. Les meilleurs devoirs sont ceux où l'on doit résoudre quelque chose de difficile, dont on n'est pas complètement certain de pouvoir vraiment y arriver. Des devoirs plus courts et exigeants sont bons. Des exercices longs et toujours semblables n'ont pas de sens. Annoncez-vous tout de suite à l'enseignant ou l'enseignante si vous avez des questions à propos des devoirs. N'attendez pas la soirée des parents ou l'entretien avec les parents. Ne commencez en aucun cas avec l'enfant à dénigrer les devoirs ou l'école. Cela n'aide vraiment personne.
Soyez prêt si l'enfant a une question ou ne comprend pas quelque chose, mais n'intervenez pas. Les devoirs doivent être effectués par l'enfant seul. Si vous commencez à l'aider lors des devoirs et que vous êtes présent, cela deviendra rapidement très pénible. Votre tâche est de veiller à ce que les devoirs soient faits de façon soigneuse. Pour cela, il suffit que vous vous renseigniez sur ce qui doit être fait et contrôliez les progrès à l'occasion. N'aidez votre enfant que s'il le souhaite explicitement et ne résolvez pas le devoir vous-même. Votre enfant apprend moins et moins bien si vous vous immiscez. Soutenez votre enfant. Montrez-lui que vous êtes intéressé à son succès à l'école et aussi à ses devoirs. Si les devoirs posent un problème, parlez-en dans tous les cas avec la personne enseignante. Vous ne pourrez résoudre le problème seul. L'enseignante ou l'enseignant sont des professionnels dans ce domaine. Si cela devient une trop grande charge pour vous, ou si vous travaillez souvent et n'avez pas le temps d'accompagner les devoirs, parlez-en aussi le plus vite possible à la personne enseignante. Peut-être qu'ensuite vous conviendrez ensemble de devoirs surveillés. Les enfants peuvent y effectuer leurs devoirs sous surveillance, en petits groupes, 1 ou 2 fois par semaine. L'assistante se comporte ici comme vous en tant que parent. Elle contrôle que les devoirs soient faits de façon studieuse, mais explique le moins possible et ne les fait en aucun cas elle-même. Les devoirs surveillés ne sont en fait pas un cours particulier. Les devoirs surveillés ne sont pas proposés par l'école, mais par l'association reconnue d'utilité publique de la ville de Berne. Le passage du cycle primaire au cycle secondaire 1 s'approche lentement. Jetons un regard sur le futur. La procédure de passage du cycle primaire au cycle secondaire 1 de la 6e à la 7e année. Jusqu'alors, tous les enfants allaient ensemble dans la même classe. Du meilleur au plus faible. Désormais, ils sont répartis dans des classes différentes selon leurs points forts. Cette répartition est judicieuse car ainsi les enfants peuvent être stimulés selon leurs capacités. Les enfants plus faibles ne sont pas irrémédiablement dépassés, les bons élèves ne doivent pas s'ennuyer. Bien entendu, tous souhaitent faire partie des meilleurs élèves, ou au moins être assignés auprès d'eux. Cela serait non seulement injuste, mais aussi pas raisonnable. Afin que la répartition puisse être faite de façon judicieuse et corresponde aux capacités de l'enfant, la maîtresse de classe regarde non seulement les notes des contrôles de connaissances, mais doit aussi estimer si l'enfant peut venir à bout des exigences des 3 prochaines années. Ainsi, si un enfant s'exerce spécialement pour le passage au cycle secondaire 1 et se heurte déjà à ses limites de travail, il est alors plutôt improbable qu'il puisse maintenir cette charge de travail durant les 3 prochaines années. Il pourrait bien alors être rétrogradé après une demi-année ou une année. Il y a beaucoup plus souvent des décisions d'orientation dans l'école actuelle qu'il y a 20-30 ans. À l'époque, on décidait soit l'école primaire, soit l'école secondaire. Aujourd'hui, au niveau du cycle secondaire 1, une telle décision existe à la fin de chaque semestre. Le comportement et les prestations des enfants sont particulièrement observés en 5e et 6e année. Sur la base de ces observations, le corps enseignant de classe détermine au milieu de la 6e année scolaire à quel niveau l'élève suivra l'enseignement dans le cycle secondaire 1.
Non seulement la compétence en la matière y est prise en compte, à savoir comment l'enfant maîtrise la discipline, mais aussi l'attitude face au travail. Vous pouvez vous-même observer et estimer en tant que parent quelles exigences sont appropriées à votre enfant. Réfléchissez. Votre enfant étudie-t-il volontiers? Arrive-t-il bien à se concentrer? A-t-il une certaine endurance et peut-il aussi travailler longtemps à quelque chose? Votre enfant comprend-il rapidement quel est le but du devoir? Votre enfant réfléchit-il bien lorsqu'il aborde un devoir? Ose-t-il aussi aborder des devoirs difficiles? Votre enfant travaille-t-il de façon autonome? Travaille-t-il soigneusement? Effectue-t-il des devoirs sans que vous deviez le solliciter? Si ces conditions sont remplies, vous pouvez par vous-même prétendre votre enfant apte pour l'école secondaire, et vous devriez aussi le faire. C'est dire que votre opinion est autant demandée pour l'orientation que celle de l'enfant et celle du corps enseignant de la classe. D'ici à la fin janvier de la 6e année scolaire, vous recevez du maître de classe le rapport de passage et la fiche de passage pour prise de position. Cela comprend la recommandation d'orientation de l'enseignant ou de l'enseignante, votre propre estimation et celle de l'enfant. Ensuite a lieu l'entretien de passage. Y sont présents la maîtresse de classe, les parents et l'élève. Le but de l'entretien est de formuler une proposition commune d'orientation. Dans la plupart des cas, tous tombent d'accord lors de cet entretien. Merci, dass Sie gekommen. Wir treffen uns heute über den Übertritt von Alex Rebeis. L'enfant peut participer à un examen de contrôle s'il n'est pas possible d'aboutir à une solution commune. Ce test volontaire est harmonisé au niveau cantonal. Le résultat du test fournit la décision d'orientation lorsque membres du corps enseignant et parents n'arrivent pas à s'accorder. À l'école, l'ordinateur est simplement un instrument pour apprendre, comme autrefois la calculatrice ou le crayon. À la maison, l'ordinateur peut aussi être utilisé pour apprendre, que ce soit pour faire des exercices de calcul ou pour découvrir quelque chose sur un sujet. Naturellement, avec l'ordinateur, Internet n'est pas loin, et par la même occasion, quelques dangers. Il est important que les enfants réfléchissent à Internet. Ils doivent apprendre quels contenus leur sont destinés et ce qui les aide. L'école enseigne aussi aux enfants comment ils doivent se comporter sur Internet. C'est une partie importante de notre concept. C'est aussi une tâche de l'école de la première à la 9e année. La relation avec Internet doit cependant aussi être apprise à la maison. Il est de notre devoir de parents de le faire avec nos enfants, même si l'enfant manie peut-être plus vite l'ordinateur que nous-mêmes. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind besser unterwegs ist im Computer als Sie selber. Si vous avez l'impression que votre enfant a plus d'expérience avec l'ordinateur que vous ne devriez pas en conclure qu'il peut aussi utiliser Internet correctement. Vous ne devriez pas déduire qu'il dispose de la compétence médiatique nécessaire du simple fait que l'enfant peut manier la souris vite et bien.
La compétence médiatique se compose de 3 niveaux. Le premier est le matériel, par exemple le maniement de la souris. Le deuxième niveau est le logiciel. Est-ce que je comprends ce que je télécharge et installe? D'où vient le logiciel? Est-ce que je l'achète ou le télécharge gratuitement? Le troisième niveau est l'information proprement dite. Quelle est ma relation avec l'information provenant d'Internet? Comment je l'évalue? La compétence médiatique résulte de ces 3 niveaux. Cette compétence ne vient pas d'elle-même naturellement. Nous devons, en tant que parents, y apporter notre contribution avant que l'enfant se mette en route dans le vaste espace Internet. Il est important que l'enfant ait les connaissances élémentaires avant d'aller sur Internet. Avant que l'enfant puisse aller seul dans la rue, on lui apprend les choses les plus importantes et on ne le met pas simplement dans la rue. C'est exactement la même chose sur Internet. Tout d'abord, on doit lui enseigner les choses les plus importantes. Seulement lorsqu'il les a bien retenues, on peut formuler des règles de comportement dans le net. On peut ensuite recourir à ces règles si elles n'ont pas été respectées. Votre enfant exprimera peut-être déjà très tôt le souhait de participer à une plateforme communautaire. Il est important de s'informer auprès de la plateforme à partir de quel âge on est, somme toute, autorisé de participer. Si l'enfant est assez âgé, on peut remplir l'inscription avec lui, mettre précisément au point les réglages de sécurité et en discuter avec l'enfant. En tant que parent, vous devriez bien entendu être sur la liste des amis. Si l'enfant n'a pas encore l'âge requis pour participer légalement, il est important d'observer d'où vient la pression de participer. Peut-être que la meilleure solution est alors d'ouvrir un compte familial que vous tenez à jour ensemble. Internet est en principe une bonne chose. Il y a sur Internet beaucoup de contenu bien adapté aux enfants, dont ils peuvent profiter aussi pour l'école. Mais il existe aussi des domaines où la prudence est de mise.